À quoi ressemblait l'État français au XIIe et au XIIIe siècle? L'exécutif? Philippe Auguste vivait dans son domaine. Il ne prélevait pas d'impôts et ne faisait aucune loi. L'armée française? Ce sont quelques gardes qui mangent à la même table que lui. L'administration française? Ce sont quelques ecclésiastiques. Quelques siècles plus tard, sous Louis XIV, les coffres royaux sont remplis régulièrement par le peuple. Une armée permanente de 200 000 soldats garde le royaume et ses intendants se font obéir dans toute la province. Le pouvoir n'est plus un point dans la société, mais une tâche en son centre, un réseau qui rayonne à travers elle. La révolution va renverser le roi, mais pas l'édifice. Mieux, elle imposera la conscription que la monarchie n'a jamais osé imposer. Qu'est-ce qu'une révolution? C'est à cette question que veut répondre Bertrand Jouvenel, l'auteur d'un ouvrage passionnant, Du pouvoir. Ce livre de 600 pages est un concentré d'intelligence et d'érudition, ciselé dans une langue superbe. Pour l'anecdote, Jouvenel fut le jeune amant de Colette, la femme écrivain, alors qu'elle était une femme d'âge mûr. Il a inspiré le personnage central de Chéri, dans le roman du même nom. La thèse de ce livre, c'est que depuis le XIIe siècle, la puissance publique n'a cessé de s'accroître, étendant les guerres à mesure qu'elles s'étendaient. Le pouvoir, Jouvenel le surnomme le Minotaure. Ce Minotaure avance masqué. Autrefois, il était visible, manifesté par la personne du roi. Désormais, le pouvoir prétend n'avoir aucune existence propre, se bornant à être l'instrument personnel et sans passion de la volonté générale. Jouvenel écrit cet ouvrage en 1945, écœuré par l'absurdité de la guerre et le massacre industriel de plusieurs dizaines de millions d'innocents. Il estime qu'il y a un lien entre l'augmentation en horreur de la guerre et cette croissance sans aucun frein de la puissance publique. Que faire dès lors? Se révolter? Faire une révolution? C'est précisément l'erreur à ne pas faire. Pourquoi? Parce que loin de l'affaiblir, les révolutions renforcent l'État. Est-on sûr de bien comprendre les révolutions? Ces époques sont les plus racontées, ce sont également les plus mal comprises. On affirme souvent que les révolutions naissent en raison d'une contrainte excessive exercée par le pouvoir, qui finit par susciter une réaction de révolte libératrice. C'est l'inverse qui est vrai. En réalité, ceux contre qui l'on se révolte sont généralement des personnages faibles, Charles Ier, Louis XVI, Nicolas II, et ceux qui leur succèdent établissent un pouvoir fort, Cromwell, Napoléon, Staline. Les rois sont morts non de leur tyrannie, mais de leur faiblesse. Les révolutions liquident la faiblesse et accouchent la force. Je cite Jouvenel. Les débuts d'une révolution offrent un charme inexplicable. L'événement encore indécis paraît receler tous les possibles. Il promet aux rêves insatisfaits, au système dénié, aux intérêts blessés, aux ambitions déçues. Il va tout réparer, tout exaucer, tout accomplir. L'assurance joyeuse de sa jeune démarche excite l'amour de tous et trouble jusqu'à ceux qu'elle menace directement. Inutile d'aller chercher la signification de l'action chez les révolutionnaires. Ça serait naïf, nous dit Jouvenel, comme si les hommes savaient ce qu'ils font et faisaient ce qu'ils croient. Le peuple révolutionnaire n'a jamais conscience qu'il va renverser l'État qu'il combat. Jouvenel donne 3 exemples. La Révolution anglaise, née de la révolte contre un impôt territorial léger, le ship money. Les révolutionnaires adeptent peu après un impôt 10 fois plus lourd. La Révolution française a affranchi les paysans des corvées féodales, mais elle les a enrôlés dans l'armée, punit les réfractaires et se lance dans des vastes et désastreuses conquêtes territoriales. La Révolution russe de 1917 renverse le tsar, établit un pouvoir bien plus étendu que celui du tsar. Jamais on n'a énoncé de manière plus éloquente les droits sacrés de l'homme en tant qu'homme. Pourtant, foulant du pied ces droits exaltés, la Révolution, obéissant au principe dès l'inconnu qui la meut, a dépouillé durablement le citoyen de toute garantie certaine contre le pouvoir à qui elle a conféré une autorité illimitée. La loi des révolutions, c'est qu'elles conduisent immanquablement à fortifier le pouvoir par la rénovation de son personnel et de son esprit. Qu'on cesse donc, dit Jouvenel, d'y saluer des réactions de l'esprit de liberté contre un pouvoir oppresseur. Elles le sont si peu qu'on ne peut citer aucune qui ait renversé un despote véritable. D'ailleurs, nous dit Jouvenel, l'œuvre révolutionnaire, c'est la restauration de la monarchie absolue, mais une restauration sans roi. L'État devient plus puissant que jamais. Les seuls révolutionnaires à avoir compris la dimension terrifiante de l'État, ce sont paradoxalement les révolutionnaires communistes. Lénine affirmait que la révolution doit concentrer toutes ses forces contre le pouvoir de l'État. Il lui importe non pas d'améliorer la machine gouvernementale, mais de la détruire, de l'anéantir. Pour les communistes, l'État est radicalement mauvais.
on ne comprend pas toujours cela. On oublie que l'objectif de Marx était non seulement de réaliser une société sans classe, mais aussi une société sans droit et sans État. Marx, Engels et Lénine étaient tous d'accord sur ce point. On sait ce qu'il en est advenu. Le plus formidable et le plus monstrueux appareil de pouvoir étatique de l'histoire de l'humanité. Un minotaure qui a broyé 100 millions de personnes. Jouvenel n'offre pas vraiment de solution. On peut aussi se tourner vers Alexis de Tocqueville. Il remarque d'abord que toutes les révolutions importantes, d'un point de vue social, ont été faites pour consacrer ou détruire l'inégalité, soit parce que les riches voulaient enchaîner les pauvres, soit parce que les pauvres voulaient ravir les biens aux riches. Si l'on arrive à créer une société où chacun ait quelque chose à garder et peu à prendre, on construit alors une société stable. Évidemment, il y a toujours, dans une démocratie, des citoyens très pauvres et des citoyens très riches. Mais le trait principal, c'est qu'il s'y trouve une multitude innombrable d'hommes presque pareils qui constituent la classe moyenne. Ils possèdent assez de biens pour désirer l'ordre, pas assez pour exciter l'envie. C'est un grand facteur de stabilité dans la société. Leur immobilité maintient en paix tout ce qui se trouve en bas et au-dessus d'eux. Non seulement ces hommes ne désirent pas la révolution, mais ils la craignent. Les mœurs commerciales sont viscéralement opposées aux mœurs révolutionnaires. Pourquoi ? Parce que dans une révolution, les possesseurs des biens mobiliers ont tout à perdre. Des hommes libres n'ont pas besoin de révolution.